Donc, merci, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui nous a été commandée par l'Institut français du cheval et de l'équitation sur les demandes et les attentes qui peuvent être formulées par les personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale, par leur famille, par les professionnels du secteur médico-social, de la santé, et aussi ce qui peut être exprimé comme représentation de la médiation équine au niveau des prescripteurs et financeurs. Donc c'est une étude qui a été réalisée entre avril 2020 et octobre 2021, donc elle remonte un petit peu maintenant. Donc j'ai essayé de rassembler mes souvenirs. Voilà, et je vais vous présenter quelques résultats sur cette étude. Donc là, le contexte, je viens de vous l'exprimer. Donc l'étude, elle était organisée autour de deux principaux questionnements auxquels on devait répondre. Quels freins et leviers à la demande de médiation équine peut-on repérer dans l'expression des attentes, qu'il s'agisse d'usagers de la médiation équine ou de non-usagers? Le terme usager étant ici utilisé à la fois pour désigner les personnes, leurs familles, mais aussi les professionnels du secteur médico-social ou sanitaire. Et d'autre part, comment est-ce que les prescripteurs et financeurs expriment aussi des freins ou des leviers au développement et au soutien de ces activités de médiation équine. Pour répondre à ces deux questions, on a réalisé des investigations dans 6 départements qu'on a choisis pour leur diversité géographique, leur diversité aussi démographique, en termes aussi de tissus, d'offres, de services, d'établissements médico-sociaux et de professionnels de la médiation équine. Donc on est allé dans le Doubs, l'Indre, en Essonne, dans les Bouches-du-Rhône, en Ille-et-Vilaine et dans la Nièvre. Alors bon, comme je vous l'ai dit, la période de l'étude, c'était au moment de l'épidémie, donc on est moins allé sur le terrain que ce qu'on prévoyait. On a aussi procédé par entretien téléphonique, donc c'est pas exactement la même chose, mais en tous les cas, on a collecté de l'information auprès de 25 représentants d'usagers, donc des personnes, leurs familles, ou des associations d'usagers, des têtes de réseau qui représentent les usagers. On a pu faire 17 entretiens avec des acteurs institutionnels type ARS, MDPH, conseils départementaux, sport santé. 19 professionnels de la médiation équine et là j'ai oublié de le noter, mais aussi 29 professionnels d'établissements, services médico-sociaux ou professionnels de la santé, que ce soit des médecins, infirmiers, psychologues, qui ne sont pas par ailleurs professionnels de la médiation équine. Donc, je vais vous présenter maintenant une synthèse des constats et des conclusions. Donc, le matériau qu'on a collecté, on l'a d'abord mis en perspective pour voir les différences de discours qui peuvent être exprimés par type d'acteurs. Donc, les acteurs institutionnels d'une part, les professionnels de santé, les professionnels socio-éducatifs, les usagers d'autre part. Et on a fait cette analyse comparative par rapport à différentes dimensions qui sont associées à la médiation équine. Donc, par rapport aux images qui sont associées au cheval, ce qui ressort pour l'ensemble de ces acteurs, c'est que ce sont des images vraiment positives liées ce qui a été exprimé, c'est la beauté du cheval, la prestance, la douceur, le calme, l'apaisement. Il y a eu quelques usagers, évidemment, qui ont exprimé des émotions plus négatives, la peur, la douleur ou des difficultés aussi techniques, mais globalement, ces acteurs avaient une représentation positive du cheval. Une représentation aussi partagée, c'est la représentation d'un animal fort, puissant, et aussi beaucoup de discours qui associent le cheval à des notions de plaisir. Donc ça, c'est quasiment systématiquement ressorti dans tous les discours. Au niveau des professionnels de santé, il y a un élément un peu différenciant qui est ressorti de leur discours, c'est qu'ils positionnaient, alors qu'ils étaient plus ou moins familiers de la médiation équine, ils ont tout de suite positionné le cheval dans
un apport possible dans la relation soignant-soigné. Le cheval, globalement, il est, pour les autres acteurs, plutôt associé à des activités de loisirs, plein air, de jeu. Du coup, ça nous a amené aussi à comparer les discours par rapport aux finalités, aux objectifs qui sont associés aux activités de médiation équine. Donc, comme je vous le disais, la plupart des acteurs, quel que soit le type d'acteurs concernés, évoquent des activités ludiques, activités sportives, des activités qui permettent de sortir de l'établissement, d'aller vers l'extérieur, des activités de pleine nature. La vocation soin de la médiation équine apparaît très peu spontanément dans les discours. Évidemment, hormis quand on rencontre les professionnels de la médiation équine qui ont une vision un peu plus nuancée et qui ont une représentation plus globale de la diversité des activités qui peuvent se cacher derrière la médiation équine. Ensuite, on a essayé de voir comment il pouvait se représenter ces activités de médiation équine. Donc, on avait fait une précédente étude qui décrivait les activités de médiation équine et à l'issue de laquelle on avait identifié 3 types de représentation. Donc, un premier type où la médiation équine englobe toutes les activités avec le cheval, que ce soit l'équithérapie, l'équitie, le coaching, la thérapie avec le cheval, l'équitation adaptée. Une seconde représentation qui finalement dédie la médiation équine aux activités qui ont plutôt une vocation de soins, donc équithérapie, équitie, thérapie avec le cheval, équicoaching, l'équitation adaptée plus à vocation sportive étant exclue, entre guillemets, de cette représentation. Et la troisième représentation, c'est que la médiation équine est à l'intersection un petit peu entre équitation adaptée et prise en charge éducative, thérapeutique, sociale. Ce qui ressort des discours, et vous pouvez trouver ça logique par rapport à ce que je vous ai dit avant, c'est qu'il n'y a pas de représentation qui se détache, il n'y a pas un type d'acteur à qui on peut associer un type de représentation. C'est en lien avec le fait que la médiation équine aujourd'hui reste très floue, peu visible pour les acteurs et que spontanément, ils associent ces activités à des activités sportives et ludiques. Et voilà. Évidemment, leurs représentations sont très liées à leur propre histoire, leur propre parcours professionnel, qui les emploie, quelle mission ils exercent, quelle familiarité ils ont avec le cheval et avec les personnes en situation de perte d'autonomie. Les attentes telles qu'elles sont exprimées par les professionnels, donc une fois qu'on leur expliquait un petit peu davantage ce que c'est la médiation équine, ce qu'ils exprimaient, c'est que ce sont des activités qui peuvent répondre à une très grande diversité de situations, à un très large panel de difficultés. Ces professionnels donc, du secteur médico-social ou sanitaire formulent spontanément des objectifs assez modestes liés à ces activités de médiation équine. Donc ça va être aller à l'extérieur, permettre aux personnes d'avoir une activité comme les autres. Voilà. Mais ces attentes, elles évoluent, elles s'étoffent avec le temps. Donc, ce qu'on constate, c'est que les professionnels médico-sociaux et sanitaires prennent conscience que d'autres choses peuvent se jouer dans la médiation équine avec le temps. Et donc, ils vont là pouvoir définir des objectifs plus précis en termes d'aide à la communication, gestion des émotions, etc.
Au niveau des usagers, les attentes qu'ils expriment, c'est avant tout des attentes liées au plaisir d'avoir une relation privilégiée avec un cheval. Ils n'ont pas du tout d'attente d'activité qui pourrait être un support de soins, qui pourrait avoir des objectifs éducatifs. Et c'est important parce qu'on voit qu'aujourd'hui, la prescription des activités de médiation équine à vocation thérapeutique, elle n'est pas toujours, et c'est ce que disait Madame Martin, c'est pas toujours la personne elle-même qui demande l'activité, mais il est sans doute important de prendre en compte le souhait de ces personnes. Sur les freins, les autres freins et leviers qui ont pu être évoqués, donc il y a des enjeux importants autour des notions de visibilité, lisibilité de l'offre. Comme je vous le disais, aujourd'hui, la vision que les différents acteurs ont de la médiation équine, elle est très partielle, très tronquée, limitée vraiment à ses dimensions sportives et loisirs. Ils ont aussi des attentes du coup sur la formation. Ils se demandent qui encadre ces activités, avec quelles compétences, quels diplômes, voilà. Et d'autres interrogations autour du coût des activités, puisqu'ils peuvent avoir perçu qu'il y a des coûts très différents qu'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas conscience que la diversité du coût vient aussi de la diversité des objectifs, des compétences de la profession initiale exercée par le professionnel, du lieu où se déroulent les activités. Évidemment, ce qui va favoriser la demande, c'est la proximité géographique. Si le lieu où se déroule la médiation équine est proche, c'est plus simple, forcément. On voit que la familiarité avec les chevaux dans l'histoire facilite aussi la demande. Ce qui facilite beaucoup, c'est les circuits informels. On voit que la prescription aujourd'hui, elle passe beaucoup par le bouche à oreille, les réseaux sociaux, mais que se développe aussi une prescription médicale pour les activités à vocation thérapeutique, en particulier, voilà, pour celle-ci. Donc, en synthèse, les facteurs de la demande et de la non-demande, donc, ce qui peut-être freine aujourd'hui la demande, c'est que les activités sont floues de ce qui se cache derrière ce terme unique médiation équine. Du point de vue des acteurs institutionnels, qui sont les financeurs aussi et qui portent les politiques publiques à destination des personnes, des populations qu'on peut qualifier en perte d'autonomie, en difficulté sociale. Pour eux, c'est un non-sujet. On a eu des difficultés à avoir des entretiens avec les ARS, les départements, les MDPH, parce que c'était pas du tout prioritaire pour eux et voilà, ils ne voyaient pas exactement pourquoi on les interrogeait. C'est aussi cette idée que ce sont des activités qui présentent une plus-value. Donc ça peut être un levier à la demande. Pour des professionnels de santé, ils perçoivent, au bout d'un certain temps, comme je le disais, que les activités de médiation équine à vocation thérapeutique peuvent permettre de se dégager d'approches conventionnelles qui ne fonctionnent plus et de pouvoir réentrer en contact ou retravailler certains points de blocage avec des personnes en souffrance. Ce qui, de notre point de vue, ça n'a pas été exprimé par les acteurs, mais c'est nous qui l'avons déduit, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques publiques mises en œuvre auxquelles les activités de médiation équine contribuent, que ce soit les politiques dites d'inclusion, sport-santé, prévention de la perte d'autonomie, solidarité. Et aujourd'hui, les acteurs institutionnels ne mettent pas en lien, ne voient pas, ne perçoivent pas ces contributions potentielles de la médiation équine à ces politiques publiques. Donc si l'enjeu c'est pour que les activités soient reconnues, il faut que la reconnaissance elle vienne aussi des acteurs institutionnels et donc il y a sans doute besoin de travailler à ce niveau. À partir de là, on a formulé donc 3 recommandations. Une première recommandation qui vise à diversifier les modalités et messages de communication, que ce soit au niveau national, régional, local,
en ayant à la fois un message qui fait sens commun à cette notion de médiation équine, mais sans masquer en fait les spécificités, les compétences associées à chaque activité. Donc il y a un équilibre à trouver pour que la diversité des activités qui existent, qui sont couvertes par cette notion de médiation équine, soit reconnue. Une deuxième recommandation, c'est de poursuivre le processus de professionnalisation des activités de médiation équine. Jusqu'à aujourd'hui, le levier principal qui a été actionné, c'est celui de la formation, qui a donc été initié pour structurer le métier. Il s'agit aussi aujourd'hui de renforcer les autres leviers de la reconnaissance à travers la reconnaissance des savoir-faire spécifiques, à travers le travail en réseau avec les pairs, par exemple. Il s'agit donc aussi de mieux cerner quels sont les rôles qui a un rôle dans ces processus de reconnaissance et comment se répartissent ces rôles, puisqu'il y a aussi un enjeu de lobbying auprès des acteurs institutionnels, par exemple. Il y a le besoin de définir davantage le cadre pour les activités de médiation équine pour que, toujours pareil, travailler à cette reconnaissance et que le secteur d'activité, il émerge, il se diversifie d'autres activités. La question de l'identification des bonnes pratiques et des échanges entre les pairs, et sur le lobbying, j'en ai déjà parlé. La dernière recommandation, c'est d'accorder une grande attention aux attentes des personnes, non seulement à leurs besoins, ça fait lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut y avoir des prescripteurs différents vers les activités de médiation équine. Et même s'il y a des besoins auxquels il faut répondre, à notre sens, c'est pas pour autant qu'il faut méconnaître aussi la demande et les attentes de la personne. Enfin, une petite anecdote, j'ai échangé avec une personne qui faisait des activités de médiation équine et les objectifs qu'on lui fixait, c'était des objectifs autour du relationnel, de la communication, voilà, de cet ordre-là. Elle disait, moi, ce que je voudrais travailler dans la médiation équine, c'est la motricité fine. Donc voilà, c'était peut-être simplement peut-être que c'était aussi travaillé, mais les objectifs n'étaient pas formulés comme ça, et elle avait l'impression, du coup, qu'on lui imposait une activité, une manière de dérouler de séance qui ne correspondait pas vraiment à ses attentes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Est-ce que vous avez des questions ?